contre les prévisions du Met Office. Et j'ai gagné de l'argent mois après mois. Par exemple, le Met Office avait prévu que l'hiver dernier serait exceptionnellement froid. Nous avons dit, non, c'est faux. On sera très proche des normales saisonnières, tout en précisant qu'il ferait particulièrement froid après Noël et en février. Nous avons eu raison et ils ont eu tort. En 1991, des scientifiques renommés de l'Institut météorologique danois décident de dresser une liste des taches solaires du XXe siècle et d'établir une comparaison avec les relevés de température. Ils découvrent ainsi un lien incroyablement étroit entre l'activité du Soleil et les changements de température sur Terre. D'après leurs observations, l'activité solaire a nettement augmenté jusqu'en 1940, pour décroître jusqu'aux années 1970 et enfin reprendre. Quand nous avons mis en avant cette corrélation entre la température et les taches solaires ou les cycles solaires, on nous a dit « Ok, mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. » Alors comment prouver que ce n'était pas une simple coïncidence? La solution évidente était d'étudier de plus longues périodes ou des périodes différentes. Nous sommes donc remontés dans le temps. Le professeur Friis Christensen et ses confrères se penchent donc sur 400 ans de passé astronomique afin d'établir un parallèle entre l'activité des taches solaires et les variations de température. Et cette fois encore, ils découvrent que les variations de l'activité solaire sont intimement liées au changement de température sur Terre. C'est le Soleil, semble-t-il, et non le dioxyde de carbone ou quoi que ce soit d'autre, qui influencerait les changements de climat. Le Soleil a une influence directe sur la Terre quand il lui envoie sa chaleur. Mais les scientifiques ont établi qu'il avait également une influence indirecte en régulant la formation des nuages. En fait, son influence est si multiple qu'il n'est pas surprenant que les variations de l'activité solaire correspondent autant au changement climatique de la Terre. Si vous aviez des rayons X à la place des yeux, ce que vous voyez comme une jolie boule jaune inoffensive vous apparaîtrait comme un tigre enragé. Le Soleil est une brute d'une incroyable violence. Il envoie de grands souffles de gaz et un vent solaire qui balaie incessamment la Terre. D'une certaine manière, nous nous trouvons à l'intérieur de l'atmosphère du Soleil. L'intensité de son champ magnétique a plus que doublé au cours du XXe siècle. En 2005, des astrophysiciens de l'université d'Harvard ont publié le graphique suivant dans le journal officiel de l'Union américaine de géophysique. La courbe bleue représente l'évolution des températures de l'Arctique au cours de ces 100 dernières années. Et la jaune, l'augmentation du dioxyde de carbone sur la même période. Manifestement, elles ne sont pas liées l'une à l'autre. Mais regardons de plus près la courbe des températures et cette ligne rouge qui décrit les variations de l'activité solaire au cours du XXe siècle, telles que l'ont établi de manière indépendante des scientifiques de la NASA et de l'Agence fédérale américaine de recherche atmosphérique et océanique. L'activité solaire du siècle dernier, des siècles derniers, sur une base décennale, est en corrélation avec les températures de l'Arctique et de la glace de mer. Pour nombre de scientifiques, la conclusion s'impose. Le Soleil gouverne le climat. Le CO2 ne compte pas. Alors pourquoi, si tel est le cas, nous assène-t-on constamment, jour après jour, que le réchauffement planétaire est le fait de l'homme? Pourquoi tant de personnes des médias et d'autres professions présentent-elles cela comme un fait incontestable? Pour comprendre l'impact de la théorie du réchauffement planétaire, racontons comment elle s'est développée. Les prévisions climatiques alarmistes ne sont pas nouvelles. En 1974, la BBC prévient que de violents orages et de grandes inondations pourraient être le signe annonciateur d'une catastrophe imminente. Et quelle en serait la cause? Nigel Calder, le créateur de cette série télé, est alors rédacteur en chef du New Scientist.
Dans The Weather Machine, nous nous faisions l'écho de l'idée dominante de l'époque, c'est-à-dire la crainte d'un refroidissement planétaire et de l'arrivée d'une nouvelle période glaciaire. Nous sommes tout petits à côté de la glace. Après des décennies à observer la chute des températures, les experts de l'époque annoncent que le refroidissement du monde aura des conséquences catastrophiques. Nous sommes sous la menace constante d'un grand gel. Cette nouvelle période glaciaire s'emparera-t-elle de nos terres et ensevelira-t-elle nos villes du Nord? Mais au milieu de ces prévisions alarmistes pointe une lueur d'espoir. Bert Bolin, un scientifique suédois, suggère timidement que le dioxyde de carbone émis par l'homme pourrait réchauffer la planète. Mais il n'en est pas sûr. La planète renferme de grandes réserves de pétrole. Et il nous reste encore beaucoup de charbon, mais il semblerait que nous les brûlions de plus en plus vite. Si nous continuons ainsi, dans une cinquantaine d'années, le climat pourrait s'être réchauffé de quelques degrés. Qui sait? Nous avons également été les premiers à laisser la parole sur une chaîne de télé internationale au Suédois Bert Bolin, qui parlait des dangers du dioxyde de carbone. Une quantité croissante de dioxyde de carbone dans l'air. Je me souviens que d'éminents spécialistes m'ont alors reproché farouchement de m'être laissé séduire par ces idées fantaisistes. Dans les années 1970, à l'apogée de la peur du refroidissement planétaire, la théorie excentrique de Bert Bolin, celle du réchauffement planétaire provoqué par l'homme, semble absurde. Mais deux événements viennent inverser la tendance. 1. Les températures commencent à se réchauffer, et 2. Les mineurs britanniques se mettent en grève. Margaret Thatcher, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, fait de l'énergie un problème politique. Au début des années 1970, le choc pétrolier a plongé le monde dans la crise. En Grande-Bretagne, une grève écrasante des mineurs a également provoqué des coupures d'électricité et la chute du gouvernement conservateur. Madame Thatcher est donc prête à tout pour ne pas subir le même sort. What we have seen in this country is the emergence of an organized revolutionary minority whose real aim is the destruction of democratic parliamentary government. La politisation du sujet a commencé avec Margaret Thatcher. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne créait pas d'émissions de CO2. Tel était son propos qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi. Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Mais la toute nouvelle importance accordée au dioxyde de carbone généré par l'homme dans les problèmes environnementaux ne séduit pas que Margaret Thatcher. Patrick Moore est considéré comme l'un des plus grands écologistes de sa génération. Il est l'un des fondateurs de Greenpeace.
Le climat est devenu un centre d'intérêt majeur pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, au milieu des années 80, la majorité des gens étaient d'accord avec